On accueille aujourd'hui Lucie et Gilles pour faire cette table ronde autour de l'omnicanalité. Je vais vous laisser vous présenter. Tout d'abord, présenter qui vous êtes et puis votre activité. On a un petit peu de contexte. Voilà. Lucie, je te laisse commencer. Ça marche. Bonjour à tous, moi c'est Lucie Brouard. Je suis responsable de l'expérience client et des ops chez Gaïa. À ce titre, du coup, je suis en charge de toute la partie digitale, la partie vente et la partie ops avec notamment le service client. Gaïa, on est une marque de vélo électrique pour les familles urbaines. Donc, par exemple, moi, ce matin, je suis venue à vélo et avec un Gaïa, ça s'est super bien passé, le chemin. J'ai eu aucun problème. Donc, famille urbaine. On s'est lancé en juin 2022. Donc, ça fait 2 ans, du coup, que l'activité a été lancée. Aujourd'hui, on a plus de 4000 vélos qui ont été vendus et plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Et quand on s'est lancé, effectivement, on est arrivé dans un marché avec plus de 300 marques électriques et on s'est lancé avec un double prisme d'innovation, à la fois de l'innovation produit et de l'innovation aussi sur leur modèle de distribution. Et je pense que c'est un sujet sur lequel on va beaucoup revenir aujourd'hui, sur comment on s'est lancé en étant une marque de DNVB, mais aussi du coup avec directement le lancement d'un showroom. Donc ça, c'est un point qui sera clé dans nos échanges du jour. Et puis du coup avec Alma, on s'est lancé dès le début avec Alma sur notre site, sur du 3 fois sans frais. C'est un service qui est très apprécié de nos prospects. Et plus récemment, on a aussi lancé du 12 ou du 24 fois avec un autre partenaire qui s'appelle United et qui est aussi quelque chose qui commence à monter petit à petit pour nos utilisateurs. Super. Voilà sur cette présentation rapide. Alors Gilles. Oui, Gilles Garnier, bonjour à tous. Donc je suis en charge du B2C chez Technogym. Est-ce que vous connaissez Technogym ? Je voulais peut-être qu'ils disent oui, super, ça me rassure un peu. Donc voilà, Technogym que j'ai rejoint il y a 1 an. Donc moi, je ne suis pas du tout de cette industrie, mais en fait, je la comprends parce que je viens de maisons avec un positionnement similaire, donc bien d'équipement. Et avec un positionnement luxe prestige, en tout cas pour ce qui concerne le B2C. Donc Technogym, c'est la marque de référence en équipement sportif, j'ai envie de dire dans le domaine du wellness, puisqu'on s'appelle la Wellness Company. Technogym, c'est une société italienne, créée il y a 40 ans à Cesena, en Émilie-Romagne, au sud de Bologne, pour ceux qui visualisent moins. Et depuis 40 ans, en fait, on développe des solutions wellness à l'intention de clients B2B, salles de sport, hôtellerie, professionnels de la santé, bien sûr, mais aussi du B2C avec, encore une fois, un positionnement prestige, pour pas dire luxe, qui est un peu galvaudé aujourd'hui. Donc, Alma nous accompagne depuis 4 ans maintenant dans ce développement. Donc, ça peut sembler un peu contre-intuitif pour une marque prestige, mais néanmoins le développement se fait très rapidement, de façon multicanale également, donc beaucoup de ventes à distance et de plus en plus, malgré un panier moyen assez élevé ou un prix d'équipement en tout cas assez élevé, puisque on a un panier moyen autour de 3000 en online, à peu près autour de 3005. Et nos produits phares sont plutôt autour de 10 000 euros. Et on a tout le temps des transactions sur des produits de ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup moins de barrières, j'allais dire, sur le prix moyen ou sur le prix d'acquisition online que ce qu'on avait pu voir avant. Et voilà, et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ouvre un flagship, donc notre premier flagship, notre premier retail français, la semaine prochaine, avenue de Friedland. Donc, on avait un petit showroom et en tout cas en France, on va rentrer dans la multicanalité à partir de la semaine prochaine réellement. Donc, on est en plein dans le sujet. On est en plein dans le sujet. Donc l'omnicanalité, c'est un sujet qui prend de l'ampleur dans le retail. Ça fait à peu près 1 an qu'on voit vraiment que ça devient la norme. C'est aussi quelque chose qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous me direz si vous pensez le contraire, mais l'omnicanalité, elle est vue de manière globale. Elle est plus vue canal par canal où on disait qu'il fallait être un peu partout à la fois. Et avec une expérience qui rentre bout en bout, on a vu que 60% des consommateurs ont eu une interaction en boutique avant de faire un achat. On sait aussi que 71% ont utilisé soit les 2 canaux à un moment dans leur parcours utilisateur.
et que dernièrement, l'omnicanalité, elle dépasse ce qu'on avait comme habitude de dire pour le marketing. Moi, je suis un marketeur, mais on parlait beaucoup d'omnicanalité sur le marketing, et là, on voit que ça s'étend au modèle de distribution, au service client, etc. Je vous laisse me partager un petit peu, on va commencer par Lucie, me partager un peu vos enjeux sur le lancement de la marque Gaïa, sur la commercialisation, et puis pourquoi vous avez fait ce parcours d'avoir ce showroom. Tout à fait. Donc, on s'est lancé effectivement initialement sur une marque DNVB, donc avec une vente donc en ligne, dans un secteur où quasiment tous les acteurs en fait passent plutôt par du retail et par des partenaires pour la revente de vélos. Nous, voilà, on a voulu créer une marque forte qui soit effectivement proche des clients et qu'on puisse vraiment échanger avec nos clients. Ça nous a paru du coup évident et très important de pouvoir ouvrir ce showroom dès le démarrage pour pouvoir aussi rencontrer les clients, échanger avec eux, enfin en l'occurrence les prospects, échanger avec eux, comprendre leurs besoins, leurs usages et pouvoir continuellement aussi adapter notre produit, nos services par rapport à leur retour. Et ça, sur le lancement, c'était quelque chose qui était essentiel dans cette compréhension du marché. Et c'est également aussi la manière de mettre un visage sur une marque et de pouvoir effectivement aussi se dire qu'on peut rencontrer l'équipe. Et dès le démarrage aussi, l'équipe était même d'ailleurs au tout début dans le showroom. C'est une ancienne boutique Sandro, et donc on était dans les cabines d'essayage. On avait installé des bureaux et il y avait le showroom qui était ouvert aux prospects. Et donc en fait, toute l'équipe était là derrière pour pouvoir rencontrer les clients régulièrement, pouvoir échanger avec eux. Donc ça, c'est quelque chose qui est clé dans ce démarrage-là. C'est pour ça qu'on a fait vraiment ce choix-là au début. Et dans nos parcours aujourd'hui, on parle de multicanalité. Effectivement, l'expérience, elle est vraiment... nos clients notamment nous ont connus sur les réseaux sociaux pour toute la partie communication. Et ensuite, ils vont donc sur notre site internet et ils vont se renseigner sur notre site. Ensuite, ils vont venir dans notre showroom pour essayer le vélo, pour pouvoir se confronter à la réalité On est vraiment sur un nouvel usage en fait sur le vélo qu'on va pouvoir proposer. Notamment sur cette innovation de pouvoir avoir un adulte qui est à l'arrière. On en parlait juste avant, effectivement. Essayer un vélo électrique au quotidien, ça ne va pas forcément être très différenciant, mais par contre, si vous avez un adulte derrière, l'expérience va être très différente. Vous avez envie d'essayer, de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous serez en sécurité, en confort? C'est vraiment ce que vont chercher nos utilisateurs. Donc, ça permet de pouvoir voir le produit, de pouvoir l'essayer. Et ensuite, on va accompagner nos utilisateurs sur la configuration de leur vélo, parce qu'il y a plein d'accessoires qu'ils vont pouvoir ajouter en fonction de leur usage également. Et ensuite, du coup, effectivement, l'achat va se faire en ligne. Il y a aussi généralement un temps de réflexion entre le moment où la personne va essayer le vélo et ensuite va passer commande. Parce qu'effectivement, on est aussi sur des paniers moyens qui restent quand même assez élevés. Donc, c'est important aussi de prendre ce temps de réflexion et de voir est-ce que le vélo, et puis même de s'organiser d'un point de vue aussi financier pour pouvoir ensuite acheter le vélo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des achats en boutique ou pas du tout? C'est vraiment... Alors, on a des achats en boutique qui se font avec le vendeur en accompagnant le client sur notre site directement. On n'a pas, quand quelqu'un achète, tous les achats se font sur notre site internet. Mais le vendeur va pouvoir accompagner dans la configuration, va pouvoir aussi accompagner quand il y a le parcours Alma ou d'autres parcours de paiement jusqu'au bout et va pouvoir finaliser la vente avec le client en showroom. Et parfois, il y a des clients qui reviennent uniquement quelques semaines après pour juste faire le paiement en showroom parce qu'ils sont rassurés de pouvoir poser toutes les questions au moment où ils vont sélectionner les différents éléments. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Et on a aussi, comme on est toujours sur ce sujet multicanal, notre service client qui va pouvoir aussi accompagner des personnes qui sont venues dans notre showroom et n'ont pas forcément envie de se représenter au showroom, de se redéplacer, mais encore des questions au moment de finaliser l'achat. Et donc là, on va pouvoir effectivement, vous pourrez échanger avec notre service client, que ça soit par email, WhatsApp, téléphone. Voilà, on a vraiment on est vraiment multicanal aussi pour pouvoir aider nos prospects au moment de l'achat. Ok, super. Et Gilles, quand vous avez fait ce choix de passer de ce showroom au flagship, que c'est des investissements qui sont conséquents, ça demande une méthode de compétences que vous n'avez pas forcément en interne. Vous avez fait comment ce passage? Le passage, alors d'abord, il s'est fait naturellement parce que on réplique et on améliore encore en fait ce qui a été fait dans d'autres pays. Donc on capitalise sur un existant. On a cette chance-là.
moi, je viens du retail. Enfin, dans l'équipe, on a quand même des compétences qui nous permettent d'y aller. Mais en fait, le point clé, et ça rejoint ce que tu disais, Julie, c'est que c'est assez essentiel pour compléter l'expérience client ou prospect. Mais c'est vrai qu'on est aussi sur des cycles d'achat assez longs. On a de l'achat impulsif sur le site, mais c'est vrai que on avait un showroom mais qui était limité, qui n'était pas vraiment à la hauteur du positionnement de la marque et de nos clients. Donc là, on ouvre un lieu qui va permettre d'améliorer l'expérience, de faire découvrir les solutions, à la fois physiques, équipements, mais aussi digitales, qui pour nous sont aussi d'ailleurs importantes. Le contenu digital qu'on met dans nos machines, que la machine elle-même, ça fait vraiment partie de l'offre. C'est aussi essentiel parce que, comme tu le disais Julie aussi, nous, on va répondre à la demande d'un client sur peut-être un tapis de course, par exemple, mais on va s'apercevoir aussi que le mari de madame, lui, c'est un cycliste, et il va aussi avoir besoin d'un vélo, et puis que voilà, il y a une machine de musculation à laquelle il n'avait pas du tout pensé, mais qui va pouvoir venir compléter le dispositif en réalité. Donc ça peut, bien sûr, on n'est pas dans du grand public, hein, on n'est pas dans du mass market, mais en réalité, ça arrive très souvent. Donc on a besoin d'un lieu physique où on peut à la fois présenter toutes ces solutions, les faire tester, les faire expérimenter, tout comme j'ai pu essayer le Gaia Bike avec ma femme derrière sur le bord du canal, là, c'était super. Et là, ça va être pareil. Donc le retail, pour nous, c'est vraiment agrandir l'expérience qu'on peut proposer à nos prospects et à nos clients, hein, d'ailleurs, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on a beaucoup de clients qui reviennent pour compléter leur équipement, pour upgrader en fait leur solution. Et quelque part aussi, ça va être, nous, on va s'en servir beaucoup pour de l'événementiel. On n'attend pas, on n'est pas un point de vente de trafic, on le sait. Voilà, ça va pas être ça notre bread and butter, on va dire. Nous, on va faire de l'événementiel et on va proposer de l'expérience à nos prospects, nos clients, nos partenaires aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec des architectes, des décorateurs, des personal trainers, coachs sportifs, des médecins. Et donc, eux aussi, ils vont venir à Winfrey Land pour découvrir les solutions et vivre des expériences. Tu parlais d'événementiel. Je crois, j'ai cru comprendre que vous faites du sponsoring aussi. Eh ben oui, effectivement, c'est d'actualité, puisqu'on est sponsor des JO, donc de Paris 2024. On est sponsor des JO depuis 2000, donc c'était Sydney à l'époque, et on équipe tous les espaces d'entraînement des athlètes pendant les JO. Donc sur Paris 2024, c'est une vingtaine de sites. On sait que Paris 2024, c'est Tahiti, Bordeaux, Lille, Marseille, autant que Paris. Et on installe 1500 machines. Ouais, c'est un gros projet sur lequel on est actuellement. Et effectivement, merci de la question, parce qu'on va servir du retail, notamment, mais pour aller faire vivre une expérience olympique à nos clients. Et d'ailleurs, on a un gros enjeu, comme beaucoup de retailers aujourd'hui, parisiens, c'est de savoir ce qui va se passer à partir du moment où les JO commencent. Est-ce qu'on aura, où est-ce que seront nos clients, nos clients d'origine, probablement plus à Paris, mais qu'est-ce qui va remplacer nos clients éventuellement, et qu'est-ce qu'on peut proposer à cette population, on va dire, qui va être, qui est peut-être faite de touristes, d'internationaux. En fait, on n'en sait rien, mais voilà, on est en train de préparer des plans justement pour faire vivre cet espace-là et faire vivre la meilleure expérience à tous ceux qui nous visiteront pendant la période. Très bien. Et au niveau du showroom que vous avez mis en place, donc il y a cette possibilité d'essayer le produit, vous faites aussi de l'événementiel, vous faites aussi d'autres actions pour être souvent plus en contact avec vos consommateurs? Il nous est arrivé effectivement de faire quelques événements pour effectivement profiter aussi de cet emplacement qui est quand même assez idéal, on va dire aussi d'un point de vue passage cycliste, etc.
En revanche, on a quand même un passage. Tu disais que vous n'étiez pas forcément à un endroit de passage. Nous, sur de la haute saison, on peut réserver des essais toutes les 30 minutes. Et en fait, notre planning, il est complet et voilà, et les essais s'enchaînent. Donc nous, on est vraiment quand même plutôt sur cet objectif-là de pouvoir vraiment faire essayer au plus grand nombre le vélo. Donc on est un petit peu moins sur le côté événementiel que vraiment la partie rencontre et essai avec nos clients. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une boutique, est-ce que c'est un début de quelque chose? Vous voulez multiplier le nombre de points de vente? Est-ce que c'est plutôt une représentation en tant que flagship? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment, on le voit comme un showroom. C'est pas une boutique en tant que telle, puisqu'on ne peut pas repartir avec son vélo. Tous nos vélos sont aujourd'hui sur de la précommande et sont achetés avant la production. Et donc, on n'a pas de stock et pas de vélos avec lesquels les clients puissent repartir. Ce qu'on a mis en place, qui est un petit peu différent comme système et comme innovation aussi sur la partie distribution, c'est que pour pouvoir proposer le vélo à un plus grand nombre et donc partout en France, on a développé un réseau d'ambassadeurs. C'est des ambassadeurs, ce sont des freelances avec qui on travaille, certains depuis le début de l'aventure. On a commencé d'abord par se développer à Bordeaux et donc ils ont à disposition un vélo Gaïa. Et ils vont gérer leur agenda et pouvoir mettre des créneaux de disposition à disposition des personnes qui habitent sur Bordeaux. Ils vont pouvoir réserver un créneau à un lieu, ils vont se retrouver à un lieu précis dans la ville et vont pouvoir essayer le vélo de cette manière-là. Donc on n'a pas de boutique, par exemple à Bordeaux, à Nantes, etc. Mais du coup, on va pouvoir, les prospects vont pouvoir essayer le vélo sur ces lieux et sur ces villes. Ce qui a permis effectivement de pouvoir développer très fortement donc Bordeaux, notre ville initiale. Et maintenant, on est présent donc à Lyon, on est présent à Nantes, à Lille, à Strasbourg, à Toulouse. Et donc, ça permet d'avoir vraiment une couverture nationale de plus en plus importante. Et comme on livre partout en France, on a aussi des clients qui achètent en pur e-commerce et qui sont dans des toutes petites villes un peu partout en France. Donc voilà, on a vraiment cette possibilité-là. Et vous l'avez monté comment ce réseau? Comment vous avez identifié les personnes? C'est quoi le modèle économique derrière? Ça se passe comment? Alors, avant même d'identifier les personnes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur un territory planning, de se dire, effectivement, on a pris un certain nombre de critères pour se dire où est-ce qu'on va se développer en priorité en termes de cibles, en termes de part modale du vélo dans la ville. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'utilisateurs? Est-ce que, du coup, le vélo est bien perçu dans la ville? Les équipements, les pistes cyclables, le nombre de réparateurs qui va pouvoir nous faire dire, effectivement, est-ce que c'est une ville sur laquelle c'est bien d'y aller tout de suite ou un petit peu plus tard? Donc, on a d'abord travaillé un peu sur cette priorisation de ville. Et ensuite, effectivement, après, on est allé chercher des ambassadeurs dans ces différentes villes. Et effectivement, d'un point de vue économique, donc ils sont rémunérés à l'essai. Puis ensuite, ils ont une prime à la vente. Si effectivement, il y a après une conversion suite à l'essai qui a été réalisée. Aujourd'hui, quand dans l'expérience que tu nous as décrite, il y a une forte complémentarité de tous vos canaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réfléchi à comment vous passez la personne d'un canal à l'autre et comment la passation se fait pour aller d'un endroit à l'autre dans ce parcours utilisateur? Comment vous le faites avancer dans le funnel? Quelles sont les mécaniques que vous avez mis en place pour accompagner? Alors initialement, quand on s'est lancé, on pensait qu'il y aurait la visite sur le site, une réservation d'essai, un essai, la configuration et la vente. Et en fait, on a réalisé que finalement, les personnes vont d'abord faire une configuration avant de faire un essai. Donc là, par exemple, pour essayer de nurturer et de pouvoir avoir de pouvoir faire communiquer les canaux, on a plutôt essayé de pousser à la fin d'une configuration aussi de réserver un essai. Ça, c'est le genre d'élément de comment passer du digital au physique pour aller ensuite faire cette réservation d'essai. Parce qu'on se rend compte qu'on a encore une très forte part de nos clients qui viennent essayer le vélo avant de l'acheter. On a évidemment une part pure e-commerce qui augmente de plus en plus, notamment aussi parce qu'on est de plus en plus présent. On a de la réassurance aussi de plus en plus avec plus on voit de vélo, plus en fait le bouche à oreille aussi. J'imagine que pour vous, ça marche aussi en fonction d'un client qui va apprécier son produit, va en parler autour. Moi, ça m'a encore arrivé la semaine dernière qu'une maman de l'école me dise « Alors, est-ce que vous êtes contente de votre vélo ?» Moi, évidemment, je dis oui. Mais voilà, c'est comme ça que on voit quelqu'un d'autre qui l'utilise au quotidien, qui est content de son produit, et ça va faire de la réassurance, et potentiellement, il y a un peu moins besoin de l'utiliser. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels, effectivement, notre mix, ici, il va évoluer au fur et à mesure du temps. Mais voilà, on essaie de faire communiquer ces canaux entre passer du digital à l'essai
Et ensuite, après l'essai, effectivement, on leur demande aussi comment s'est passé l'essai pour essayer de prendre une prise de feedback aussi pour voir ce qu'on pourrait améliorer, etc. Et puis après, on peut faire parfois de la relance suite à l'essai pour voir effectivement où est-ce qu'ils en sont dans leur recherche et puis si on peut les accompagner dans le choix de leur futur vélo. Et tout ça se fait de manière digitalisée ou il y a des appels aussi qui sont passés? Il peut y avoir des appels qui sont passés suite à l'essai. Ça va principalement être à ce moment-là, effectivement, qu'on va passer des appels. Et alors, Gilles, chez Technogym, ça se passe comment, cette combinaison, cette complémentarité des canaux? Ouais, alors effectivement, j'ai écouté, c'est vrai qu'on a des histoires vraiment, on n'est pas du tout sur le même produit mais on a quand même des histoires assez similaires. On a un site internet qui est très bien. J'ai eu plusieurs vies professionnelles et celui-là, je dois dire qu'il est très performant. Tout de suite, on rentre dans le sujet de l'achat, du financement Alma de façon extrêmement fluide, etc. Donc, tout ça pour dire que le site e-commerce, même sur des équipements complexes, fonctionne très bien et du coup se développe très fortement. Donc, on pourrait se dire, finalement, on a de moins en moins besoin du retail ou du contact humain. Mais en réalité, c'est vrai que nos clients ont aussi besoin d'être assurés, ont souvent des questions. Et finalement, peut-être encore un peu plus que sur un vélo, quand on achète un équipement, c'est peut-être parce qu'on est blessé, peut-être parce qu'on a mal au dos, peut-être parce que le médecin nous a dit de faire du sport. Mais on va avoir besoin d'expliquer ou de découvrir en fait avec le client quelle est sa pathologie, son besoin réel, etc. Donc en fait le contact humain est vraiment tout aussi en fait nécessaire et crucial que le pur online. Ok, si vous avez besoin d'une corde à sauter, vous n'avez pas forcément besoin d'un appel. Mais pour le reste, on sent, il y a vraiment besoin d'un contact et d'un échange. Donc, on a une équipe Inside Sales, donc télé-selling, on va dire. On a même lancé, là, depuis le début de l'année, un rôle de télé-trainer. Donc, c'est comme un coach, en fait, mais qui va être vraiment et purement sur la physiologie et l'entraînement sportif. Donc, c'est quelqu'un que les clients peuvent appeler ou vers lequel on dirige les clients pour aller découvrir, comprendre quels sont vraiment les besoins physiologiques du client. Donc, en ce sens, en fait, la nature de nos solutions, ça peut être vraiment de l'achat d'impulsion. Ok, on veut cette machine, on sait qu'on la veut parce qu'on l'a déjà essayé, etc. Ok, et on transforme la vente très, très rapidement sans même qu'il y ait d'intervention humaine. Mais quand même assez naturellement, par la nature de ce qu'on propose, il y a souvent un besoin d'échange. Et donc, on passe du site internet vers l'Inside Sales qui peut elle-même organiser des visites, alors jusqu'à présent au showroom et demain dans le flagship. Donc, c'est des rendez-vous qu'on va prendre avec le client pour faire essayer les machines, faire essayer les solutions. Après, d'un point de vue business, c'est vrai aussi que c'est là qu'on peut faire de l'upselling. Donc, ok, j'ai pas de budget, là, je peux pas dépasser tel budget, ok, ben, pas de problème, mais je vais quand même vous faire découvrir la gamme, ce que chacun des modèles fait. Et puis, bon, si vous n'avez pas le budget, on a un partenaire de financement pour ça. Donc effectivement, on a vraiment besoin de l'expérience retail. Oui, d'un point de vue business pour faire de l'upselling, mais aussi pour probablement aussi proposer la solution qui correspond le mieux aux besoins du client. Et comme on suit ensuite la vie du client dans son usage, parce qu'on rappelle les clients à échéance régulière, on veut s'assurer que les équipements sont bien installés, qu'ils fonctionnent bien, mais qu'ils l'utilisent aussi. Parce qu'en fait, nous, finalement, on a des clients historiques qui nous accompagnent depuis 40 ans. Donc, en fait, on sait que les clients, à un moment donné, vont vouloir remplacer la machine, compléter l'équipement, etc. Donc on les rappelle très souvent. Et en cela aussi, le complément retail, purement retail, qu'on n'avait pas avant, va être assez instrumental pour
pour continuer d'accompagner ces clients tout au long de leur vie, de leur expérience. Et je le disais, on organise beaucoup d'événements, on planifie beaucoup d'événements, mais aussi pour cette raison-là, pour accompagner en fait nos clients tout au long de leur vie, de clients bien sûr. C'est intéressant dans vos deux approches, il y a cette notion de recommandation qui est hyper importante. Alors vous n'avez pas des produits qui sont particulièrement complexes, mais vous avez une gamme ou une capacité à accessoiriser qui est hyper étendue. Je pense que sur les vélos électriques, c'est quand même un élément important sur ce type de vélo, toute la gamme d'accessoires. Je sais pas si, pardon, je te coupe, mais je sais pas si c'est pas complexe. Parce que même pour un vélo, enfin, c'est peut-être moi, hein, mais je me suis posé 1 milliard de questions, puis finalement, j'ai acheté un vélo classique de base parce que j'ai pas réussi justement à résoudre toutes mes questions que j'avais sur le vélo électrique. Et sur les équipements Technogym, on peut se poser des milliards de questions aussi. Hein, donc c'est pas si simple. Donc il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, à tort ou à raison, mais sinon il y a quand même besoin d'un accompagnement, même pour le vélo, hein, je pense. Hein. Je te rejoins là-dessus, Gilles, c'est sur la partie vélo. Nous, on essaie vraiment d'accompagner exactement comme tu disais, d'essayer de comprendre le besoin. Comme j'ai parlé des pathologies, etc., nous, ça va être le besoin de l'utilisateur. C'est quand il arrive, nous, on ne va pas lui parler de la puissance du moteur, etc., en termes de watts, de nanomètres, etc. Enfin, c'est pas ça qu'on va évoquer avec lui. On va lui demander combien de kilomètres vous allez faire, est-ce que c'est pour tous les jours, est-ce que c'est pour du loisir le week-end, et en fonction, on va lui recommander telle capacité de batterie ou bien une autre. Est-ce que vous voulez transporter des enfants, du matériel, on va lui recommander les différents types de sièges adaptés à l'âge de l'enfant, et on va accompagner dans ce choix qui, en soi, le vélo électrique, effectivement, est complexe quand on va regarder tous les détails techniques, on va pas forcément savoir à quoi ça correspond, mais nous, on va pouvoir lui dire, pas de souci, moi, la côte du Père-Lachaise, je peux la monter avec mes 2 enfants, avec le vélo. Ça, c'est l'argument qui est clé pour le client. C'est ça qu'il veut entendre, c'est pas exactement la puissance du moteur. Donc, on va vraiment être plutôt sur de l'usage, plutôt que sur la technicité pour répondre aux clients. Et au niveau du suivi du post-achat, ça se passe comment avec justement cette omnicanalité? Comment vous gérez comment vos équipes se partagent l'information? Comment on arrive à suivre tout ça? Alors, on a régulièrement aussi des messages du coup de nos clients suite à l'achat. Il y en a qui repassent en boutique. Et puis, nous, on est encore sur des cycles un peu de démarrage. Voilà, ça fait que 2 ans. Donc, il y a aussi des choses qu'on va continuer à améliorer pour pouvoir continuer à récolter du feedback de nos utilisateurs. Et du coup, ça arrive soit en showroom, soit sur la partie service client. Nous, on a la chance aujourd'hui d'être encore une équipe petite et très proche du showroom. Donc, toutes les informations circulent très, très fortement. Comme je disais au début, on était carrément dans le showroom. Maintenant, on est sur un bureau qui est juste derrière, donc dans la cour. Donc, on est quand même très, très proche et tout le monde passe très régulièrement au showroom. Et là, ça va être un enjeu aussi de cette année avec la croissance et le scale. C'est justement pour garder cette expérience utilisateur la plus cohérente possible. C'est comment s'assurer que l'information circule toujours aussi bien entre toutes les équipes, et du coup aussi comment on arrive à rester proche du client et que toute personne, peu importe son métier, puisse régulièrement aller en showroom et puisse aussi également régulièrement pouvoir suivre tous les échanges côté service client. C'est comme ça qu'on va se nourrir et qu'on va pouvoir partager tous ces éléments pour continuer à être au mieux sur l'expérience utilisateur et sur la partie produit et continuer à innover. Ok, très clair. Sur la vision d'ensemble, parce que l'omnicanalité, ça veut dire plusieurs canaux à surveiller, plusieurs points de données. Comment vous faites pour piloter ça, pour avoir cette vision d'ensemble et se dire là ça marche, là il faut que je fasse plutôt passer sur tel ou tel morceau du parcours, que j'aille renforcer tel ou tel message? Comment vous gérez cette vue d'ensemble? Pour moi, on a un peu des différents niveaux de touchpoints. Ça va être à la fois des enquêtes de satisfaction à différents touchpoints, justement, pour pouvoir récolter de l'information. Ça va être aussi de la donnée. C'est des choses qui sont un petit peu basiques, mais qui sont essentielles. Donc, de la collecte auprès des utilisateurs, de la donnée de parcours sur le site, etc. Tout ce qu'on va pouvoir aussi collecter sur aussi des données de nos utilisateurs sur le nombre de kilomètres parcourus, sur leur passage à l'atelier, etc. Et c'est un peu tout ça qui fait qu'on va pouvoir ensuite aller se dire où est-ce qu'on va aller travailler les différents éléments pour s'améliorer. Ouais, de notre côté, on a alors déjà un suivi, je le disais, post-achat très rapproché avec nos clients et nos utilisateurs. On a la chance d'avoir en parallèle du B2C toute la galaxie B2B, on va dire, dans les clubs, dans les hôtels, etc. Donc on a énormément de machines installées et on peut aller récupérer de la data
sur les machines connectées, évidemment de façon totalement anonyme, mais voilà, qui nous permettent de comprendre l'usage des machines et puis de le comparer par canal aussi et par segment. Et donc, effectivement, ça nous permet de suivre post-achat, du coup, l'usage d'une machine. Bon, ça nous permet aussi de régler des problèmes de SAV à distance. Donc, ça c'est autre chose. Mais post-achat, en fait, on est vraiment sur une relation très rapprochée. Encore une fois, parce qu'on sait qu'on accompagne les clients pendant très longtemps. Et aussi parce que, bien sûr, on veut que tous nos clients soient aussi des ambassadeurs et pas des détracteurs. Donc, on a un Net Promoter Score, donc on le suit de très près. On s'attache à résoudre les problématiques ou les frustrations éventuelles. On a beaucoup de cas qui sont liés à la logistique, à la livraison, à l'installation. En France en tout cas, donc, et c'est externalisé, donc c'est idiot, mais ça fait partie de l'expérience. Donc, et pour le coup, la livraison, c'est pas juste on dépose un colis devant la porte du client, on rentre chez les clients, si possible avec des surchaussures, etc. On fait pas de poussière, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. Donc on suit ça de très très près. Et donc il y a aussi, en dehors de notre core business, de notre cœur de pratique, il y a d'autres éléments qui vont venir influencer en fait l'expérience de nos clients. Donc on suit ça de façon la plus holistique possible. On a donc des panels, on a des enquêtes de satisfaction régulières parce qu'on les fait régulièrement, en fait, juste après l'installation, mais aussi un peu après pour s'assurer que tout fonctionne bien et que le client est toujours satisfait. Et on a évidemment un CRM, Salesforce pour pas les nommer, mais voilà, qui est très poussé, qu'on utilise en profondeur et qui nous permet aussi de coordonner entre le SAV, le Sales Support, les différents départements commerciaux. On a une équipe de commerciaux terrain qui doit instantanément pouvoir retrouver la donnée, la nature des derniers échanges avec le client, échanges qui ont pu avoir lieu avec un téléseller par exemple ou avec le télétrailer. Donc voilà, on a une plateforme digitale qui est voilà, très, très poussée et qui va beaucoup dans le détail. Et ça, c'est bien sûr un facteur clé de succès évident. On ne pourrait pas faire autrement. Quand on parle d'investissement marketing et quand on parle justement de tous ces canaux, comment vous assurez que vous êtes capable de bien valoriser la contribution quel est votre modèle d'attribution que vous utilisez et aussi comment, d'un point de vue organisationnel, vous assurez qu'il n'y a pas de conflit entre les différentes personnes qui ont participé à la vente pour se dire moi j'ai contribué, mon étape est importante. Comment vous gérez ça? Alors, je ne sais pas si Lucie, tu veux commencer. Nous, du coup, on va pouvoir suivre effectivement s'il y a eu un essai qui a été réalisé et par qui il a été réalisé. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir attribuer. Après, nous, du coup, tout passe par notre plateforme e-commerce. Donc, on ne peut pas forcément... on attribue tout essai qui a été fait et forcément attribué à l'essai. Et sur le reste, il y en a certains. On sait qu'on a une part des achats qui ont eu un essai, mais qu'on n'arrive pas à rattacher. Ça, c'est des éléments sur lesquels on n'arrive pas encore à avoir toute la donnée, vu qu'effectivement, il y a des personnes qui vont faire un essai, qui vont acheter avec un nom complètement différent. Et donc là, forcément, on perd un peu de données. Voilà, donc là, on ne pourra pas forcément avoir le modèle d'attribution exact. C'est des éléments sur lesquels on va continuer à travailler, potentiellement avec des éléments de questionnaire suite à l'achat pour essayer d'affiner aussi comment a été réalisée la vente et du coup de se dire effectivement si notre part de pur e-commerce continue à augmenter. Très clair. Ouais. Alors nous, comme chez Gaïa, on gère tout le business en direct, ce qui simplifie les choses parce qu'on n'a pas de revendeurs tiers. Et donc c'est une question d'attribution en effet entre les différents canaux commerciaux et principalement finalement entre les commerciaux terrain et l'inside sales, donc les télésellers. Et donc depuis peu finalement, mais on a des solutions où finalement on peut partager une opportunité, une vente quelque part d'un point de vue commercial entre les deux canaux.
si les deux canaux sont impliqués. Donc ça, on arrive bien à le faire. Il y a une bonne collaboration. Donc ça, c'est très bien. Le e-commerce peut rester du pur e-commerce s'il n'y a pas d'intervention, aucune intervention des commerciaux. On a, comme chez toi, parfois des clients qui passent en showroom avec un nom et qui achètent sous un autre nom. Donc bon, c'est plus difficile à traquer. On a aussi des clients qui passent, à qui on vend un produit et qui finalement achètent directement en ligne sans rappeler le commercial. Voilà, pour X raisons. Donc là, ça complexifie un peu le truc, mais généralement, on arrive à retrouver, comme tout est créé en fait dans Salesforce, avec les noms, les adresses, les téléphones, les emails, on arrive à réattribuer en fait les ventes. Et donc en fait, je crois que c'est vraiment essentiel parce que dans des organisations commerciales, on a souvent des points de friction. C'est mon client, c'est pas le tien. Attends, non, je le planque, je le mets sous un autre nom. Et en fait, dans le passé, on a eu, et on est encore en train de dédoublonner la base, parce qu'on a eu, je ne sais pas, un client qui avait 10 comptes, parce que chacun se le créait en se disant, notamment les grandes familles qu'on ne citera pas, mais c'était dingue. Donc aujourd'hui, en fait, voilà, en supprimant ces points de friction, ce qui est vraiment essentiel, on arrive aussi à être beaucoup plus efficace en CRM, en suivi du client et en satisfaction client à la fin, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand vous prenez justement les expériences où un utilisateur était plutôt justement a eu des touchpoints sur les différents canaux, est-ce que vous êtes capable de voir si le panier moyen est plus important, si vraiment il y a cette notion d'upsell par rapport à un client classique, on va dire? Je reprends un exemple parce que je trouve ça assez intéressant. Nous, récemment, on a eu un client qui est venu faire un essai en showroom. Un des vendeurs a fait des callbacks et l'a rappelé pour voir où il en était. Donc, c'était un autre vendeur, c'est pas celui qui avait fait l'essai. Et ensuite, on a eu, côté service client, quelqu'un qui nous a dit, effectivement, ça y est, je l'ai rappelé parce qu'il y avait encore des questions. Donc, finalement, il y avait 3 personnes qui ont participé. Nous, à la fin, c'est vraiment cet essai. Nous, on a une seule base à ce niveau-là et on aura vraiment cet essai. On va pouvoir suivre côté service client aussi. Évidemment, on a des analyses de motifs et du coup, de voir effectivement qu'il y a eu un motif d'accompagnement à la vente. Donc, on va pouvoir suivre aussi cette partie-là. Mais finalement, ça reste un sujet de travail d'équipe et de se dire, la vente, elle est, au final, il y a le côté satisfaction client qui est clé, mais aussi de se dire c'est un travail d'équipe et on l'a construit ensemble et cette vente, elle est finalement commune à l'équipe Gaïa. Donc ça, c'est plutôt sur cet aspect-là. Sur l'aspect pur, comme tu disais, upsell, etc., ça va être un petit peu différent parce que comme on a beaucoup de personnes de toute façon qui passent par un essai, on aura moins cette distinction-là pour s'assurer effectivement de la partie upsell aujourd'hui, en tout cas. Après, c'est des éléments qu'on va continuer à construire et qu'on pourra effectivement analyser par la suite. Ouais, je pense que c'est complexe aussi de le mesurer. En fait, c'est dur de faire un A/B testing ou monitoring parce qu'en fait, qui peut dire que si ce client n'avait pas eu affaire à un téléseller, est-ce qu'il aurait acheté plus, etc. Bon, quand même, dans la pratique, ce qui est certain, c'est que nos commandes et donc le UPT, on va dire, donc le nombre d'articles sur une commande est beaucoup plus faible sur le e-commerce que potentiellement avec les commerciaux, à la fois inside et puis surtout terrain. Mais ça peut venir aussi du fait que la typologie des clients qu'on adresse via les différentes équipes est différente. Et c'est vrai que nos commerciaux terrain, ils s'occupent beaucoup de gros projets, de home gym, de VIP, et voilà, qui vont avoir la possibilité d'acheter une quinzaine de machines ou voilà. Donc bien sûr, eux, ils font le job de dire, vous savez, si vous achetez ce tapis de course, il y a un complément idéal que ce banc d'exercice. Et d'ailleurs, dans la couche digitale, dans les exercices qui vous sont proposés, il y en a certains qui vous proposent d'aller du tapis au banc d'exercice. Donc, très naturellement, en fait, il y a cet upsell qui peut être fait. Et c'est plus facile, évidemment, de le faire de façon, on va dire, humaine,
que via le pur online. Donc c'est clair qu'il y a un impact. Mais la mesure précise est un peu compliquée quand même. Et est-ce que dans tout ce que vous apprenez justement sur la partie recommandation en magasin, en showroom, il y a des choses que vous arrivez à digitaliser et à enrichir dans votre expérience web? Alors nous, on a construit à la fois le discours sur la partie terrain et sur le site de manière très cohérente. On a mis en place un configurateur en ligne qui permet vraiment de répondre étape par étape aux différents usages et du coup de se dire là effectivement est-ce que vous souhaitez une option avec une batterie avec une capacité supplémentaire, sur les sièges qu'est-ce que vous souhaitez rajouter, sur des éléments en plus est-ce que vous souhaitez un rétroviseur, un sac qui va pouvoir s'adapter, etc. Et donc il y a différentes étapes et à la fin on arrive aussi sur les services, sur est-ce que vous souhaitez rajouter un service d'assurance vol, etc. Et donc toute cette partie décomposée qui permet aux clients de pouvoir sélectionner ce qu'ils souhaitent, c'est quelque chose que l'on présente évidemment en boutique, mais que le client va pouvoir retrouver sur le site et pouvoir ajouter ces différents éléments. Donc c'est vraiment pensé pour les deux canaux sur cette partie-là. Ouais, nous on va un peu moins loin, même si effectivement on propose toujours le service ou plutôt l'extension de garantie ou du contenu du digital un petit peu augmenté. Mais on va beaucoup moins loin, on a moins d'attachement direct. En revanche, ce qu'on fait beaucoup sur le site, c'est proposer des bundles. Donc, je le disais, le tapis avec le banc ou le tapis avec le banc et puis la wellness ball à côté, etc. Donc, dans le funnel, à un moment donné, on a une option avec un avantage prix, mais comme de par notre positionnement, on n'est pas très drivé par le prix, on va dire, on n'insiste pas beaucoup sur l'avantage prix. Donc c'est des solutions qui sont souvent adoptées par les clients, mais c'est pas quelque chose qu'on pousse absolument en réalité. Voilà. Au niveau de l'omnicanalité, c'est quoi les prochaines étapes pour Gaïa? Je pense qu'il y a toujours ce sujet de se dire que avant de penser même au canot, c'est penser mettre le client au centre. Donc ça paraît évident, mais de se dire toujours le client, il faut penser à tous ses parcours et se mettre à la place du client. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à améliorer les différents éléments du parcours. Donc on va vraiment continuer dans cette perspective-là. Et ensuite, c'est des éléments qui sont clés, c'est de tester et la donner. Le test... on l'a fait par exemple, à un moment, c'était au tout démarrage sur la partie un peu aussi distribution. On était tout contents de venir recevoir enfin nos premiers pré-séries, donc on pouvait enfin faire essayer les vélos. Et on avait envie de faire un maximum d'essais au showroom. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Et donc on avait testé, d'un moment, on était partis à 3 avec des vélos sur un temps du midi dans le sentier pour voir si, en proposant comme ça directement, est-ce qu'on allait pouvoir faire des essais et proposer le vélo. En l'occurrence, c'était un super test, mais on a appris que... c'était un petit peu difficile de faire beaucoup d'essais à ce moment-là, parce que si la personne ne s'est pas mise dans la dynamique de là, oui, je vais avoir un petit peu de temps, je prends 10 minutes, un quart d'heure sur ma pause du midi, faire un essai. En fait, les personnes disent pourquoi pas, mais là, j'ai pas le temps. Et en fait, on a fait très peu d'essais à ce moment-là. Peut-être qu'on a fait un petit peu de awareness, mais voilà, bon, ça, on saura finalement jamais. Mais c'était de pouvoir tester des modèles, des dynamiques, et puis voilà, on apprend, et puis finalement, on peut faire des nouveautés à ce niveau-là. Et puis la donnée, évidemment aussi, se dire continuer à toujours analyser la donnée, pas avoir de préjugés sur comment ça va se passer. Et comme au démarrage, on s'était dit, on ne pensait pas forcément que la configuration se ferait avant l'essai. Mais c'est ça le fait de comprendre un peu les parcours online, on s'est rendu compte que c'était important de mettre la possibilité de réserver un essai suite à la configuration, chose qu'on n'avait pas forcément autant imaginé au démarrage. Et donc toujours avoir cette capacité à analyser les données et pouvoir ajuster et être au plus proche du parcours réel du client pour pouvoir ensuite proposer la meilleure expérience. Et améliorer les performances aussi. C'est un peu forcément dans ces deux enjeux-là. Et le fait d'avoir ajouté réserver un essai après le configurateur, est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous changez l'expérience utilisateur en se disant par rapport à la configuration que cette personne a faite, son test sera différent en accessoirisant différemment le vélo, ou ça reste standardisé? Non, ça reste standardisé. Après, la personne va pouvoir ensuite aller sur une plateforme où il va regarder tous les tests qui sont possibles, les différents créneaux qu'il va pouvoir réserver. Et ensuite, par contre, évidemment, la personne va réserver un créneau soit pour un compact ou soit un cargo et dans la ville, du coup, de son choix. Et ensuite, après, par contre, la personne elle a déjà une bonne connaissance
de ce qu'il souhaite pour son vélo. Et après, on va réexpliquer et potentiellement faire orienter différemment parce que le prospect n'a pas forcément exactement compris ce que ça voulait dire sur l'autonomie. Vu que ça reste finalement, comme on disait, complexe, on va pouvoir le réorienter, lui réexpliquer pourquoi on proposait tel type d'option et à tel moment. Donc après, on va réajuster à ce moment-là. Et donc la suite pour Technogym. Ouais, non, c'est très juste. En fait, je pense qu'on réfléchit plus tellement omnicanal, mais vraiment besoin du client, touch points, comment on arrive en fait à prendre le contact et à garder le contact en fait avec les prospects et les clients. Mais c'est vrai que la suite, ça va être naturellement le flagship. Donc, encore une fois, ça va être vraiment une différence absolue. On va pouvoir prendre rendez-vous en magasin sur le site. Et là, on va découvrir aussi ce que ça apporte, si c'est efficace ou pas. Donc, on va apprendre. Donc, ça, c'est les principales étapes. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour nous, le digital, c'est très important. Et nos clients, nos utilisateurs ont le plus souvent téléchargé notre application. Notre application qui permet d'aller mesurer en fait son exercice en temps réel et anytime, anywhere, comme on aime dire. Donc voilà, si on n'est pas sur une machine, si on va courir dehors, on peut quand même enregistrer son exercice. Une application qui est compatible avec Strava et avec avec Apple, Google, etc. Donc toutes les applications. Donc cette application, elle permet aussi de garder le contact et de développer en fait la relation avec nos clients et nos utilisateurs. Et ça va devenir aussi un canal de plus en plus fort dans la relation avec le client. Donc ce que je comprends de votre vision, c'est effectivement l'omnicanalité, c'est pas le sujet, c'est vraiment l'expérience client et à quel moment on va pouvoir interagir avec lui. Ça nous permet de comprendre mieux le besoin, de pouvoir incarner la marque, d'agrandir l'expérience, d'en faire quelque chose même d'expérientiel, d'amener de la recommandation, mais il faut toujours observer pour pouvoir s'adapter parce que les usages et les habitudes des consommateurs vont évoluer. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions aujourd'hui dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient creuser un sujet ? Ah. Sur le flagship que vous allez ouvrir, est-ce que vous allez avoir une politique commerciale différente du site ? Non. Jamais ? Jamais. Non, jamais. En fait, et un peu comme tu le disais, on encourage même nos équipes retail à utiliser le site comme plateforme de présentation, de démonstration. Donc, parce que c'est un guide en réalité. Puis on connaît aussi les challenges de compétences et de formation sur les équipes retail. Donc c'est un bon appui. En fait, à 360 degrés, on a la même politique commerciale. En tout cas, dès qu'on est dans le B2C, le B2B restant un autre sujet. Mais non, on sera aligné à 100%. Comment vous allez mesurer la rentabilité de l'ouverture d'un loyer dans Paris et voir vraiment l'incrémental ? Par le chiffre qu'on va y développer directement sur place, ouais, exactement, avec les équipes locales. Donc voilà, ça c'est basique, c'est simple. Sachant aussi que ce flagship, il a un rôle commercial, mais il a aussi un rôle d'image, d'expérience, comme on le disait. Et ça, c'est du long terme, en fait. Donc, bien sûr, le ROI va être suivi de très très près, mais voilà, on travaille, c'est un projet long terme, avec donc multi-composantes, multi-bénéfices, on va dire. Toujours sur ce fameux flagship, j'ai compris que c'était un lieu à destination des événements, etc. Donc ça répond probablement à beaucoup de normes, surtout avec la place de vos machines. Mais comment avez-vous choisi ce lieu en particulier dans Paris, sur cette avenue-là ? Est-ce que c'est parce... c'était celui qui était disponible ? Tout à la fois, évidemment. Et comme on le sait, quand on cherche un lieu,
il faut qu'ils répondent à un certain nombre de critères et c'est rare de trouver le mouton à 5 pattes. Donc voilà, on a fait des concessions par rapport à certaines choses, mais finalement, c'est un lieu, Avenue de Frédéric-Londres, qui nous correspond bien. D'abord, effectivement, il est grand et on a besoin d'espace. Accessoirement, il n'était pas trop cher. Non, mais parce que dans Paris, ça peut, voilà, pour des lieux grands, c'est compliqué. C'est dans un quartier qui est, on va dire, très statutaire, et donc ça correspond bien à une grosse partie de notre clientèle, qui peut, lorsqu'elle vient de l'ouest parisien, accéder très facilement. Et de par la nature de notre clientèle, ça correspond bien, encore une fois. Donc ça cochait beaucoup de cases, ça cochait pas toutes les cases. On avait ajouté une contrainte supplémentaire, c'est qu'on voulait, on aura nos bureaux. Donc on déménage aussi le siège au-dessus du flagship. Donc voilà, il y avait beaucoup de contraintes. Ça n'a pas été simple, ça a été long. On a vraiment envisagé pas mal de choses et puis finalement, bon voilà, c'est au jeu des concessions, c'est celui-là qui l'a emporté. Le choix de mettre vos bureaux au même endroit, c'est dans la même logique de proximité avec les clients ou c'est plutôt un choix immobilier Non, c'est plutôt et avant tout, en fait, il y a plein de rationalités en effet, mais c'est plutôt dans l'esprit de la relation client. Et parce que aussi, toutes les équipes B2B peuvent utiliser le flagship pour faire des rendez-vous avec les équipes Accor, par exemple, avec les équipes Fitness Park ou autres. Voilà, ce sera un lieu unique et voilà, donc ça a vraiment une cohérence, pas seulement en tant que store B2C, mais vraiment pour nous c'est multi-segment, comme on dit, B2B et B2C. Et puis il y a un autre aspect, d'ailleurs qu'il faut vraiment toujours prendre en compte, c'est l'aspect interne. Et c'est vrai qu'avoir les équipes au contact du flagship, au contact des équipements, potentiellement au contact des clients, c'est pour nous, en tout cas, vraiment essentiel. Et c'est essentiel pour eux, c'est aussi valorisant. Et ça va même plus loin, c'est que alors à Issy-les-Moulineaux, c'est plus facile à faire, et à Frédéric-Londres, on le fera différemment. Mais on permet aussi aux collaborateurs d'utiliser les machines dans les heures où il n'y a pas de clients. En tout cas, donc c'est leur salle de sport privée. Je rebondis sur ce point, c'est vrai que nous, chez Gaïa, tout collaborateur qui souhaite se déplacer à vélo a évidemment près de Vélo Gaïa. Il n'y a rien de mieux pour comprendre le produit que de l'utiliser au quotidien, que ce soit pour les équipes ventes, que n'importe quel autre, que ce soit le côté logistique ou autre. Ça crée aussi un esprit d'équipe, et puis évidemment, ça permet de connaître le produit et d'en parler le mieux, de connaître tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est très important et qui est quand même un peu plus facile peut-être côté vélo que d'installer des machines dans chaque demande. Plus compliqué, mais on le fait différemment. Ouais, tout à fait. Ouais. Justement, j'avais une question pour toi, Lucie. On voit que c'est un marché qui est en partie subventionné par les collectivités territoriales, par les entreprises qui financent de plus en plus la mobilité durable sur le marché français. Et ce qu'on observe, cette dynamique là aussi dans d'autres pays, avec des taux de croissance importants d'équipements. Je pense qu'on le voit tous ici à Paris. Depuis quelques années, les vélos, ça a explosé. Est-ce qu'on est un cas un peu à part, avec une dynamique très forte, avec un marché vraiment à part? Et l'autre question, c'est est-ce que du coup, vous commencez à regarder d'autres marchés? Déjà, sur la partie française, tout à fait, il y a quand même un côté très important de la partie des aides. Donc ça, on le voit notamment sur la partie Paris, région Île-de-France. Il y a une aide qui est assez forte, notamment sur la partie vélo-cargo, sur lesquels on est catégorisé. Donc ça, c'est un argument clé sur la partie vente. D'ailleurs, on le voit sur les villes françaises, notamment par exemple sur Strasbourg. Aujourd'hui, on n'a pas de magasin, et pour autant, les aides sont du coup liées au fait qu'on ait un magasin sur Strasbourg. Donc là, on voit qu'on a plus de mal à décoller dans cette ville. Donc pour le coup, c'était une de tes questions tout à l'heure, potentiellement, c'est une ville sur laquelle on va peut-être se poser la question un jour de se dire est-ce qu'on veut ouvrir un petit flagship pour pouvoir en fait finalement craquer un peu cette ville où aujourd'hui on a un petit peu plus de mal
à s'implanter. Donc ça, c'est un élément qui est clé. Et sur la partie business aussi, donc c'est vrai que j'ai plutôt parlé de notre showroom et de notre e-commerce, mais on a aussi des partenaires B2B qui proposent du coup notamment, par exemple, pour en citer quelques-uns, Zenride ou B2Green, qui vont, eux, travailler avec des entreprises qui vont subventionner les entreprises et les salariés pour qu'ensuite le salarié puisse louer un vélo Gaïa à moindre frais. Et donc, du coup, ça, c'est des choses aussi qui sont en essor assez important et qui permettent aux salariés pour entre 30 ou 40 euros par mois de louer son vélo Gaïa, qui est quelque chose de très, très intéressant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en plein essor. Sur la partie internationale, c'est des éléments, effectivement, qu'on commence à regarder au fur et à mesure. Il y a des marchés qui sont plus ou moins matures aussi. Et il faut regarder aussi le temps de renouvellement du parc. Donc, il y en a qui sont plus matures, mais du coup, qui vont passer à un moment de renouvellement. Donc, ça peut être intéressant d'y aller à ce moment-là. Et c'est des éléments aussi sur lesquels, avant de s'y lancer uniquement d'un point de vue commercial, on travaille aussi en amont la partie SAV et d'être capable d'assurer aussi le SAV à l'international. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler sur cette année, notamment de travailler sur cette partie SAV pour ensuite s'ouvrir sur l'international. Et au-delà des aides, est-ce que vous voyez des différences de performance commerciale entre Paris et les autres villes, étant donné qu'à Paris, vous avez un magasin? Effectivement, le taux de conversion post-essai, alors il est globalement très bon. Il est quand même un petit peu plus fort sur notre showroom qu'avec nos ambassadeurs. Donc potentiellement aussi, alors un des éléments, ça pourrait être de se dire que les clients, quand ils viennent dans notre showroom, il y a un côté réassurance, de se dire qu'il y a quelque chose de physique qui est là tout le temps. Et donc si à un moment, on a une question, un sujet, on peut s'y rendre. Comme tu disais aussi, effectivement, c'est un lieu de rencontre aussi des clients qui peuvent revenir et se poser des questions. Alors qu'un ambassadeur, il n'est pas, c'est un point de rendez-vous, il est là sur le moment des rendez-vous, mais il n'y a pas un moment physique où on peut s'y rendre constamment. Donc on essaie évidemment de faire de la réassurance aussi au niveau de service client avec des canaux qui sont aussi, par exemple, là on voit maintenant le canal WhatsApp a dépassé le canal email chez nous depuis quelques temps, où les clients préfèrent vraiment, et les prospects, nous contacter sur WhatsApp parce qu'il y a une certaine proximité qui est plus forte encore sur ce canal. Donc voilà, il y a une petite différence en effet, et on essaie de voir comment au fur et à mesure on essaie de pallier à ça via la réassurance aussi de l'équipe qui reste disponible, même si à distance à ce niveau-là. Et du coup, sur WhatsApp qui répond aux clients, c'est les ambassadeurs, c'est les gens du forum, c'est le service client? C'est le service client, en effet. C'est le même numéro, c'est un numéro de téléphone côté Gaïa, effectivement, et on a un outil, pour le coup, on n'a pas un si gros outil que Salesforce, mais qui est Gorgias, qui est très très bien, qui est intégré à Shopify, qui est intégré à Klaviyo, donc tout notre écosystème sur lequel on travaille aujourd'hui, qui nous permet d'avoir tous les canaux, donc WhatsApp, email, les réseaux sociaux, etc., qui nous arrivent au même endroit. Et donc c'est l'équipe service client qui va pouvoir répondre à WhatsApp. Gorgias. Je ne suis pas sponsor. Enfin, Moi non plus. Voilà. On pourrait demander d'ailleurs. Si vous étiez dans un monde idéal, vous aviez plein d'idées encore sur ces stratégies omnicanales. Si vous aviez le temps et l'argent de faire tout ça, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez faire pour pousser plus loin? Gilles, on en parlait avant par exemple. Je sais que tu me parlais de partenariats, de trucs comme ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer des corners entre autres? On pourrait faire un partenariat avec Gaïa, par exemple. Et non, nous, je pense comme la plupart des marques, on a un concept retail qui est très centré sur la marque, on va dire. Donc c'est toujours compliqué d'associer dans le retail des partenaires. En revanche, on sent en fait un besoin ou une demande de la part de nos clients sur un accompagnement qui va au-delà de ce que nous on propose. Et notamment chez Harrods, on a une personne qui est... alors Harrods, contexte multimarque, donc c'est plus facile à faire, mais qui va dire, OK, vous avez besoin de son justement pour sonoriser la salle de sport. Eh ben, j'ai mon ami de chez Bang & Olufsen qui est juste là et voilà, il va me conseiller, etc. Donc, c'est peut-être aussi compte tenu de la nature du lien qu'on crée avec nos clients, qui est assez intime en réalité. Quand la relation de confiance s'installe,
finalement, on s'aperçoit on est sollicité pour des besoins qui nous dépassent largement. Et c'est là que la communauté qu'on crée autour de nous, et ça, c'est pas tellement au niveau global, c'est vraiment au niveau local, devient très importante. Et donc, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la façon dont on voit le retail chez nous, c'est un hub aussi. Et c'est un hub qui est connecté avec tous nos voisins. Donc ça peut être avec les hôtels qui sont à proximité, des magasins de design, d'ameublement qui vont venir compléter l'intérieur de nos clients. Voilà. Donc on travaille beaucoup sur le réseau en fait autour de la localisation physique. Ça répond à ta question. Côté Gaïa, effectivement, je trouve que ça résonne aussi fortement sur l'écosystème qu'on va avoir autour, que ce soit d'autres marques qui vont proposer des accessoires vélos sur lesquels on va pouvoir se rapprocher. Aujourd'hui, on n'est pas présent physiquement avec eux, mais potentiellement, ça peut être des questions qu'on pourrait ouvrir sur la partie servicielle aussi, etc., pouvoir effectivement rayonner autour de marques qui sont proches du coup de ce qu'on va pouvoir proposer auprès de nos utilisateurs. Et plus généralement, en tout cas, pas forcément sur du retail, mais on essaye aussi de travailler avec des marques sur lesquelles on va avoir la même cible et du coup de pouvoir faire parfois des partenariats de communication, ce genre d'événements qui vont permettre aussi de rayonner et de pouvoir être dans ce sujet de communauté et que nos utilisateurs, en fait, ils y retrouvent d'autres choses que juste l'univers uniquement du vélo, mais quelque chose de plus large qui leur correspond et qui puisse faire une certaine animation et qui leur permettent effectivement d'avoir des choses qui sont assez chouettes au quotidien et d'animer hors pur vélo. En réalité, vos deux marques sont plutôt des marques lifestyle, hein, si on regarde, on Bien sûr. un peu wellness et style de vie des parents urbains. Ouais. Ok, ça fait beaucoup de sens. Et on est tous les deux sur une forme de promotion de l'exercice physique quelque part. Il y a un sujet de bien-être, effectivement, même si l'exercice physique du vélo électrique est moindre que le vrai exercice physique, mais simplement de pouvoir être acteur du mouvement, de pouvoir, quand on se déplace, d'être à l'extérieur, même sous la pluie. Il y a un côté un peu récompense personnelle et bien-être tout court de pouvoir être à l'extérieur et de se déplacer. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Peut-être j'en profite parce que ça me fait penser à quelque chose, non? Parce que en fait, demain, on lance notre campagne qui va accompagner les Jeux Olympiques et qui va s'appeler Let's Move for Paris. Donc l'idée, en fait, c'est de cumuler un maximum de mouvements, de move dans notre jargon à nous, à travers l'application Technogym, mais aussi sur n'importe quelle machine Technogym qui est connectée. Donc vous n'avez pas besoin forcément de vous loguer. Donc je vous encourage à participer à cette campagne, à l'issue de laquelle donc on va comptabiliser le nombre de moves. Les athlètes olympiques aussi vont faire des moves. Il y aura un grand compteur au village olympique. Et on va, à l'issue de ça, donc donner des équipements à la ville de Paris dans les quartiers défavorisés, à des associations. Donc Let's Move for Paris. Je vous engage à participer. Ouais, super. Merci beaucoup pour cette information. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour votre temps. Merci Joël.